comme il n'y a que des habitués, j'ai pas besoin de faire un gros topo. Sauf. Pardon. On laisse la grande lumière comme ça ou vous voulez qu'on la baisse un peu? Ah ben c'est un peu quand même, oui. On peut mettre que la lumière du bar. Oui, voilà, pareil. Tu pourrais rien dire. Ah bah pour toi. Ouais, tu me fous en disant, faut que Tout le monde connaît les usages, le chapeau, il y a à voir si vous en avez amené, etc. Et donc, alors, je mets toujours une devinette pour essayer de vous faire deviner. Il y a des idées? Non. Ah. Tant mieux. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je teste avec ChatGPT jusqu'à temps qu'il ne trouve pas. Il aurait fallu que je rajoute un mot et il trouvait. Alors, c'est quoi la splénie? C'est le fait de ne pas avoir de rate. Oui, Moi j'ai essayé de trouver. Et l'auteur que je vais vous lire écrivait quelquefois avec des pseudonymes. Et il y avait dans des journaux, et il y a un de ces pseudonymes qui était l'homme sans rate. Il signait comme ça certaines de ses nouvelles. Donc il s'agit de Tchekhov, le grandissime Tchekhov. C'est pas un inconnu, oui. Bah oui, parce que même s'il avait mis russe, il trouvait. Ah oui, Il fallait pas mettre russe. Ah oui. Voilà. Donc voilà. Donc il va y avoir une nouvelle, il a écrit tant et tant. J'ai choisi une parmi celles-là, ça s'appelle La Dame au petit chien, qui est une petite nouvelle magnifique, qui a donné lieu à une adaptation au cinéma avec Mastroianni qui joue le rôle de Gourov. Et puis après cette lecture, il y aura une mini pause avec un bis qui est prévu. Donc voilà, il y a un bis qui est prévu. Je n'en dis pas plus. Donc tu me parles d'un dératé alors. Comment? Tu me parles d'un dératé. Ça s'appelle donc La Dame au petit chien. Le bruit s'était répandu qu'un nouveau personnage avait fait son apparition sur la promenade. Une dame avec un petit chien. Dmitri Gourov, qui se trouvait depuis 2 semaines à Yalta et en avait pris les habitudes, s'était mis lui aussi à s'intéresser aux physionomies nouvelles. Assis à la terrasse du Vernet, il vit passer sur la promenade une jeune dame blonde, de petite taille, coiffée d'un béret. Un loulou blanc la suivait. Puis il la rencontra plusieurs fois par jour au jardin public et au square. Elle se promenait seule, toujours coiffée du même béret et suivie de son loulou blanc. Personne ne savait qui elle était et on l'appelait simplement la dame au petit chien. Puisqu'elle est ici sans mari et sans amis, se disait Gourov, pourquoi ne pas faire sa connaissance? Bien qu'il n'eût pas encore 40 ans, il avait déjà une fille de 12 ans et 2 fils qui allaient au lycée. On l'avait marié jeune, quand il était étudiant de 2e année, et maintenant, sa femme paraissait 20 ans de plus que lui. Grande, le sourcil noir, très droite, grave, imposante, elle disait d'elle-même qu'elle était une femme qui pense. Elle lisait beaucoup, appliquait la nouvelle orthographe dans sa correspondance, appelait son mari non pas Mitri, mais Dimitri. Dans son fort inférieur, il la jugeait bornée, mesquine, sans distinction. Il la craignait et n'aimait pas rester chez lui. Il s'était mis à la tromper depuis longtemps déjà. Il la trompait souvent. C'est probablement la raison pour laquelle il disait presque toujours du mal des femmes, et quand on en parlait devant lui, il les traitait de race inférieure. Il lui semblait qu'il était suffisamment instruit par l'amère expérience pour pouvoir les appeler comme bon lui semblait. Néanmoins, il n'aurait pu vivre 2 jours sans cette race inférieure. Dans la société des hommes, il s'ennuyait, n'était pas à son aise, se montrait taciturne, froid. Mais avec les femmes, il se sentait libre, savait de quoi leur parler, comment se tenir. Il pouvait même rester silencieux en leur compagnie sans en éprouver de gêne. Il y avait dans son apparence, son caractère et toute sa personne quelque chose de séduisant. Un je ne sais quoi qui disposait les femmes en sa faveur, les attirait. Il le savait et se sentait à son tour attiré vers elle par une force mystérieuse. Une expérience renouvelée et véritablement amère lui avait appris depuis longtemps que si toute liaison met au début dans la vie une diversité bien agréable,
et se présente comme une aventure charmante et sans contrainte. Elle est appelée à devenir, pour un honnête homme, surtout lorsqu'il s'agit d'un moscovite, hésitant et indécis, un véritable problème, extraordinairement compliqué, et qu'il en résulte au bout du compte une situation pénible. Mais chaque fois qu'il rencontrait une femme séduisante, on eût dit que cette expérience s'effaçait de sa mémoire. Il se sentait l'envie de vivre et tout lui paraissait alors très simple et très divertissant. Et voici qu'un soir où il dînait dans le jardin du Vernet, il vit la dame au béret s'approcher, sans se presser, de la table voisine. Son air, sa démarche, sa robe, sa coiffure, tout lui disait qu'elle appartenait à la bonne société, qu'elle était mariée, que c'était la première fois qu'elle venait à Yalta, qu'elle y était seule, qu'elle s'y ennuyait. Dans tout ce qu'on peut dire sur les mœurs de Yalta, il y a beaucoup de racontables. Gourov n'en tenait aucun compte, sachant qu'ils sont pour la plupart répandus par des gens qui, s'ils pouvaient, céderaient volontiers au péché. Mais quand la dame s'assit à la table voisine, à 3 pas de lui, tous ces récits de conquêtes faciles, d'excursions en montagne lui revinrent à la mémoire et la pensée tentatrice d'une liaison brève, passagère, d'une aventure avec une femme inconnue dont il ignorait le nom et le prénom s'empara soudain de lui. Il appela le loulou d'un geste plein de gentillesse, et quand celui-ci se fut approché, il le menaça du doigt. Le chien grognat. Gourov le menaça à nouveau. La dame regarda et baissa aussitôt les paupières. « Il ne mord pas ?» dit-elle en rougissant. « Est-ce que je peux lui donner un os ?» Et quand elle eut fait oui de la tête, il demanda avec affabilité « Il y a longtemps que vous êtes à Yalta ?» 5 ou 6 jours. « Moi, j'arrive au bout de la 2e semaine. » Un silence suivit. « Le temps passe vite, c'est pour ça ce qu'on s'ennuie ici, dit-elle sans le regarder. C'est une idée reçue de dire qu'on s'ennuie ici. Un brave homme de Belyov ou de Gizdra, quand il se trouve chez lui, ne s'ennuie pas. Mais dès qu'il arrive à Yalta, ah, ce qu'on s'ennuie, ah, quelle poussière, à croire qu'il arrive de Grenade. » Elle rit. Puis ils continuèrent à manger sans échanger un mot, comme des inconnus. Mais à la fin du repas, ils s'en allèrent côte à côte et engagèrent une conversation plaisante, légère, de gens libres, contents, à qui peu importe où ils vont et de quoi ils parlent. Tout en se promenant, ils parlaient de la luminosité étrange de la mer. L'eau était d'un mauve délicat et chaud sur lequel la lune posait une bande d'or. Ils disaient qu'après une journée torride, la soirée était étouffante. Gourov raconta qu'il était de Moscou, qu'il avait fait ses études à la faculté des lettres, mais il travaillait dans une banque. Il avait songé un moment à devenir chanteur d'opéra dans une troupe privée, mais il y avait renoncé. Il possédait 2 maisons à Moscou. En échange, il apprit d'elle qu'elle avait été élevée à Saint-Pétersbourg, mais qu'elle s'était mariée à S, où elle habitait depuis 2 ans, qu'elle resterait à Yalta encore 1 mois et que peut-être son mari, qui avait lui aussi envie de se reposer, viendrait la chercher. Elle fut absolument incapable de préciser dans quel bureau son mari travaillait. Si c'était dans l'administration du gouvernement ou au conseil gouvernemental du Zemstvo, elle trouva cela très drôle. Gourov apprit aussi qu'elle s'appelait Anna. Rentré dans sa chambre, il pensa à elle et se dit qu'ils se rencontreraient sûrement le lendemain. Il ne pouvait en être autrement. En se couchant, il se dit que tout récemment encore, elle était pensionnaire, faisait des études tout comme sa propre fille aujourd'hui. Il repensa à ce qu'il y avait de timidité, de gaucherie dans sa façon de rire et de causer avec l'inconnu qu'il était pour elle. Ce devait être la première fois de sa vie qu'elle se trouvait seule, dans des circonstances comme celle-ci, où on la suivait, où on la regardait et on ne lui adressait la parole qu'avec un but secret qu'elle ne pouvait pas ne pas deviner. Il se rappela la ligne délicate de son cou, ses beaux yeux gris. Elle a quand même quelque chose qui inspire la pitié, songea-t-il, et il s'endormit. 1 semaine s'était écoulée depuis qu'ils avaient fait connaissance.
C'était un jour de fête. Il régnait dans les chambres une atmosphère étouffante et dans les rues, le vent soulevait des tourbillons de poussière et faisait s'envoler les chapeaux. Une journée avait donné envie de boire sans arrêt. Gouroff s'était rendu plusieurs reprises au Vernet où il avait offert glaces et grenadines à Anna. On ne savait où se mettre. Le soir, quand le vent se fut un peu apaisé, ils allèrent sur le môle pour assister à l'arrivée du bateau. Sur le débarcadère, il y avait beaucoup de promeneurs. Ils étaient venus attendre quelqu'un et tenaient des fleurs à la main. Et là, deux particularités de la foule élégante de Yalta vous sautaient aux yeux. Les dames âgées s'habillaient comme des jeunes filles et il y avait beaucoup de généraux. La mer étant agitée, le bateau arriva à une heure tardive, après le coucher du soleil, et il louvoya un long moment avant d'accoster. Anna regardait dans son face à main le vapeur et les passagers, comme si elle cherchait des connaissances. Et quand elle se tournait vers Gouroff, elle avait les yeux brillants. Elle lui parlait beaucoup, posait des questions brusques, oubliant aussitôt ce qu'elle venait de demander. Puis, elle perdit son face à main dans la cohue. La foule des élégants se dispersait, on ne discernait plus les visages, le vent était complètement tombé. Gouroff et Anna restaient là, immobiles, comme s'ils attendaient pour voir s'il ne descendrait pas encore un passager. Anna ne parlait plus et respirait le parfum des fleurs sans regarder Gouroff. Le temps s'est un peu amélioré sur le soir, dit-il. Où voudriez-vous que nous allions? Nous pourrions faire un tour en voiture. Elle ne répondit pas. Alors, il la regarda fixement, et soudain il la prit dans ses bras et la baisa sur la bouche. Il se sentit enveloppé par le parfum et la fraîcheur des fleurs, et se retourna aussitôt avec inquiétude, craignant d'avoir été vu. « Allons chez vous, dit-il à voix basse. Et ils partirent d'un pas rapide. Dans la chambre de l'hôtel, l'air était étouffant, lourd des parfums qu'Anna avait achetés dans une boutique japonaise. En la regardant, Gouroff songeait. Quelle rencontre ne fait-on pas dans la vie? Il gardait de son passé le souvenir de femmes insouciantes, gentilles, que l'amour rendait gai, qui lui avaient été reconnaissantes de leur bonheur, même éphémère. Il y en avait d'autres, comme sa femme par exemple, qui aimaient sans sincérité, avec des bavardages superflus, des airs affectés, des manières hystériques, des mines qui semblaient dire que ce qu'elles éprouvaient n'était pas de l'amour, de la passion, mais quelque chose de bien plus important. Et il y en avait eu 2 ou 3 autres, très belles, froides, dont le visage exprimait soudain la férocité, un désir obstiné de prendre, d'arracher à la vie plus qu'elle ne pouvait donner. C'étaient des femmes qui n'étaient plus de première jeunesse, capricieuses, déraisonnables, autoritaires, peu intelligentes. Quand son amour pour elle s'était refroidi, leur beauté avait éveillé en lui de la haine, et ça avait été comme si les dentelles de leur linge s'étaient transformées en écailles. Mais ici, il y avait cette timidité, cette gaucherie, cette gêne d'une jeunesse inexpérimentée, une sorte de désarroi, comme si l'on avait soudain frappé à la porte. Anna, la dame au petit chien, s'était comportée à l'égard de ce qui se passait d'une façon particulière, avec gravité, tout à fait comme s'il s'était agi de sa déchéance. Elle en donnait l'impression, et cela paraissait étrange et déplacé. Ses traits s'étaient altérés, flétris, et de chaque côté de son visage, ses longs cheveux pendaient tristement. Elle restait pensive, dans une pose affligée comme la pécheresse d'un tableau ancien. « Ce n'est pas bien, dit-elle. Vous serez le premier maintenant à ne plus me respecter. » Il y avait une pastèque sur la table. Gouroff en coupa une tranche et la mangea sans se presser. Ils restèrent au moins une demi-heure sans rien dire. Anna était touchante. Il émanait d'elle une pureté de femme honnête, naïve, connaissant peu la vie. La bougie solitaire qui brûlait sur la table éclairait à peine son visage, mais on voyait qu'elle avait de la peine.
Mais pourquoi devrais-je cesser de te respecter demanda Gourov. Tu ne sais pas ce que tu dis. Que Dieu me pardonne, dit-elle. Et ses yeux se remplirent de larmes. C'est affreux. On dirait que tu cherches à te justifier. Comment me justifier? Je suis une femme mauvaise et vile, je me méprise. Je ne pense pas à me justifier. Ce n'est pas mon mari que j'ai trompé, mais moi-même. Et pas seulement aujourd'hui, depuis longtemps. Mon mari est peut-être un brave, un honnête garçon, mais c'est un valet. Je ne sais pas ce qu'il fait, ni quel poste il occupe, je sais seulement que c'est un valet. Quand je l'ai épousé, j'avais 20 ans, je mourais de curiosité, j'aspirais à un sort meilleur. Il existe bien, me disais-je, une vie différente. Je voulais vivre, vraiment vivre. La curiosité me dévorait. Vous ne le comprenez pas, mais je le jure devant Dieu, je n'étais déjà plus maîtresse de moi-même. Il se passait quelque chose en moi que je ne pouvais plus réprimer. J'ai dit à mon mari que j'étais malade et je suis venu ici. Et ici, j'ai passé tout mon temps à me promener comme sous l'effet d'une drogue, comme une folle. Et voilà comment je suis devenue une femme vile, indigne, que chacun a le droit de mépriser. Gourov était déjà là de l'entendre. Il était irrité par son ton naïf, par cette confession si inattendue, si intempestive. Sans ces larmes, on aurait pu croire qu'elle plaisantait ou jouait la comédie. « Je ne comprends pas ce que tu veux, » dit-il doucement. Elle cacha son visage contre la poitrine de Gourov, se blottit contre lui. « Croyez-moi, je vous en supplie, dit-elle, j'aime l'honnêteté, la pureté. Le péché me fait horreur. Je ne sais pas moi-même ce que je fais. Les gens du peuple disent, c'est le malin qui a tout embrouillé. Moi aussi, je peux dire que j'ai été égaré par le malin. Assez, marmonnait-il. Il contemplait ses yeux fixes, pleins d'angoisse, l'embrassait, lui parlait doucement, tendrement. Peu à peu, elle retrouva son calme et sa gaieté. Tous deux se mirent à rire. Plus tard, quand ils sortirent, il n'y avait pas âme qui vive sur le quai. La ville, avec ses cyprès, semblait absolument morte. Mais la mer continuait à gronder et à battre le rivage. Seul, sur les flots, se balançait une barque dont le fanage... Ils prirent un fiacre et allèrent à Oreanda. « Je viens d'apprendre ton nom en bas sur le tableau d'Igorov. Von Diederitz. Est-ce que ton mari est allemand ? Non, son grand-père l'était, je crois, mais lui, il est orthodoxe. À Oreanda, il s'était assis sur un banc non loin de l'église. Il contemplait la mer, à leurs pieds, sans échanger un mot. Yalta était à peine visible à travers la brume du matin. Le faîte des montagnes était couvert de nuages blancs, immobiles. Pas une feuille ne bougeait. On entendait le chant des cigales, et le bruit sourd et monotone qui montait de la mer parlait du repos, du sommeil éternel qui nous attend. La même rumeur s'élevait de la mer alors que ni Yalta, ni Oreanda n'existaient encore. Elle s'élève aujourd'hui et s'élèvera toujours, aussi indifférente et monotone lorsque nous ne serons plus. Et c'est dans cette permanence des choses, dans cette totale indifférence à l'égard de la vie et de la mort de chacun de nous, que réside peut-être le gage de notre salut éternel, du mouvement ininterrompu de la vie sur terre, d'une continuelle perfection. Assis à côté d'une jeune femme qui paraissait si belle dans la clarté de l'aube, apaisée et ravie par la vue de ce tableau féerique, la mer, les montagnes, les nuages, le vaste ciel, Gourov songeait qu'au fond, à bien y réfléchir, tout est beau ici-bas, tout, excepté ce que nous pensons et faisons quand nous oublions les buts sublimes de l'existence et notre dignité d'homme. Quelqu'un s'approcha, un veilleur de nuit sans doute, les regarda et s'éloigna. Et ce détail lui parut mystérieux et beau en même temps. Ils virent arriver le bateau de Féodosia, éclairé par l'aurore, ses feux déjà éteints. Il y a de la rosée dans l'air, dit Anna après leur long silence. Oui, rentrons, veux-tu ? Ils revinrent en ville.
Puis, chaque jour, vers midi, ils se rencontrèrent sur la promenade, ils déjeunaient, dînaient ensemble, se promenaient, contemplaient la mer. Elle se plaignait de mal dormir et d'avoir des palpitations. Posait toujours les mêmes questions, animée par la jalousie ou la peur qu'il ne la respecta pas suffisamment. Et souvent, dans le square ou le jardin, quand il n'y avait personne près d'eux, il l'attirait soudain contre lui et l'embrassait passionnément. Ce temps dont il disposait à sa guise, ces baisers donnés en plein jour, la méfiance et la crainte d'être vu, la chaleur, l'odeur de la mer et ce défilé incessant de gens oisifs, élégants, rassasiés, avaient comme régénéré Gouroff. Il disait à Anna qu'elle était belle, séduisante. Amoureux impatient, il ne la quittait pas d'un pas. Mais souvent, elle devenait pensive et il lui demandait sans cesse de convenir qu'il ne la respectait pas, ne l'aimait pas, et ne voyait en elle qu'une femme de rien. Presque chaque soir, à une heure assez avancée, il partait aux environs de la ville, à Oreanda ou à la Cascade, et chaque fois, leur promenade était réussie, leurs impressions étant invariablement admirables, sublimes. Ils attendaient l'arrivée du mari. Mais Anna reçut une lettre dans laquelle il disait qu'il avait contracté une maladie des yeux et priait son épouse de rentrer au plus tôt. Anna fit ses préparatifs à la hâte. « C'est bien que je m'en aille, dit-elle à Gouroff. Le destin l'a voulu ainsi. » Elle partit en voiture et il l'accompagna. Ils roulèrent toute la journée. Au moment de monter dans le wagon du rapide, quand le deuxième coup de sonnette retentit, elle lui dit « Laissez-moi vous regarder encore une fois. » Comme ça. Elle ne pleurait pas, mais elle était triste et comme malade, et son visage frémissait. « Je penserai à vous. Je me souviendrai de vous, disait-elle. Que le Seigneur soit avec vous. Adieu. Ne gardez pas un mauvais souvenir de moi. Nous nous quittons pour toujours. Il le faut ainsi, car nous n'aurions même jamais dû nous rencontrer. Allons, que Dieu vous garde. » Le train s'éloigna à vive allure. Ses lanternes disparurent rapidement et 1 minute plus tard, on ne l'entendit plus, comme si tout s'était donné le mot pour mettre un terme au plus vite à ce doux oubli du monde, à cette folie. Resté seul sur le quai, les yeux scrutant le lointain sombre, Gouroff écoutait le chant des grillons et le bourdonnement des fils télégraphiques avec le sentiment qu'il venait seulement de se réveiller. Et il pensait qu'il y avait donc eu dans sa vie un événement ou une aventure de plus, que cela aussi était fini et qu'il ne lui en restait que le souvenir. Il était ému, triste, et éprouvait un léger remords. Cette jeune femme qu'il ne reverrait plus n'avait pas été heureuse avec lui. Il avait été gentil, cordial. Néanmoins, dans sa manière de se comporter avec elle, de lui parler, de la caresser, passait l'ombre d'une moquerie légère, de la grossière présomption d'un homme à bonne fortune qui, de surcroît, était presque 2 fois son aîné. Elle lui avait dit et répété qu'il était bon, extraordinaire, noble. De toute évidence, elle ne l'avait pas vu tel qu'il était en réalité. Donc il l'avait involontairement trompé. La gare sentait déjà l'automne. La soirée était fraîche. Il est grand temps que je retourne dans le nord, moi aussi, pensa Gouroff, en quittant le quai. Grand temps. Chez lui, à Moscou, tout avait déjà pris son aspect hivernal. Les poêles étaient allumés et le matin, quand les enfants se préparaient à aller au lycée et prenaient leur thé, il faisait noir. Et la nounou s'éclairait d'une lampe, mais pas très longtemps. Il avait déjà gelé. Quand tombe la première neige, que les traîneaux sortent pour la première fois, c'est un agréable spectacle de voir la neige blanche, les toits blancs. L'air est doux, bon à respirer, et l'on se souvient de ses années de jeunesse. Les vieux tilleuls et les vieux bouleaux blancs de givre ont un air bon enfant. Ils sont plus près du cœur que les cyprès et les palmiers. En leur présence, on n'a plus envie de penser aux montagnes et à la mer. Gouroff était moscovite. Il rentrait dans sa ville par une belle et froide journée, et quand il eut enfilé sa pelisse et ses grands fourrés, qu'il eut descendu la Petrovka, entendu le samedi soir le son du carillon,
son récent voyage et les lieux où il avait passé l'été perdirent tout charme à ses yeux. Peu à peu, il se plongea dans la vie moscovite, dévorant 3 journaux par jour et affirmant qu'il ne lisait pas ceux de Moscou par principe. Il avait envie d'aller au restaurant, au cercle, aux réceptions, aux banquets. Il se sentait flatté de recevoir des avocats et des artistes célèbres, de jouer aux cartes avec des professeurs au cercle des médecins. Il était à nouveau capable de manger une portion entière de potée à la poêle. Il lui semblait qu'il suffirait d'1 mois pour qu'un brouillard estompe le souvenir d'Anna. Il rêverait parfois d'elle, avec son sourire attendrissant, comme il avait rêvé des autres. Mais plus d'1 mois s'écoula. On était déjà en plein hiver, et dans sa mémoire, tout était aussi clair que s'ils s'étaient séparés la veille. Les voix de ses enfants repassant leurs leçons parvenaient-elles jusqu'à son bureau, dans le silence du soir? Entendait-il une romance, un orgue mécanique dans un restaurant? La tempête de neige hurlait-elle dans la cheminée? Brusquement, dans un restaurant, tout lui revenait. Et ce qui s'était passé sur le môle, et l'aube, avec ses monts embrumés, et le bateau de Féodosia, et les baisers. Il arpentait longuement sa chambre, évoquant ses souvenirs, souriait. Puis les souvenirs tournaient à la rêverie, et dans son imagination, le passé se mêlait à l'avenir. Anna n'était pas un rêve. Elle le suivait partout comme une ombre, et le surveillait. Quand il fermait les yeux, il la voyait comme vivante devant lui, mais plus belle, plus jeune, plus tendre qu'elle n'avait été. Et lui-même, il se sentait meilleur qu'alors à Yalta. Le soir, elle le regardait encore de la bibliothèque, de la cheminée, d'un coin de la pièce. Il entendait son souffle, le tendre froufrou de sa robe. Dans la rue, il suivait les femmes des yeux en cherchant une qui lui ressemblait. Déjà, il brûlait du désir de faire part à quelqu'un de ses souvenirs. Mais il lui était impossible de parler de son amour chez lui. Et hors de chez lui, il n'avait personne à qui se confier. Ni à ses voisins, ni à ses collègues de la banque. Et de quoi parler? Avait-il aimé? Et avait-il eu quelque chose de beau, de poétique ou d'édifiant? Ou simplement d'intéressant dans ses relations avec Anna? Et s'il lui arrivait de parler d'une manière vague de l'amour, des femmes, personne ne devinait de quoi il s'agissait. Seule son épouse fronçait ses sourcils noirs et disait « Dimitri, ce personnage de fat ne te convient absolument pas. » Une nuit, en sortant du cercle des médecins en compagnie de son partenaire, un fonctionnaire, il y tint plus et dit « Si vous saviez de quelle femme ravissante j'ai fait la connaissance à Yalta !» Le fonctionnaire monta dans son traîneau qui démarra, mais soudain il se retourna et l'interpella. « Gourov !»« Quoi donc ?»« Vous aviez raison tout à l'heure. L'esturgeon sentait. » Ces paroles si banales l'indignèrent soudain, lui parurent avilissantes et sales. Quelles mœurs de sauvages, quels êtres, quelle nuit stupide, quel jour dépourvu d'intérêt et de sens. Jouer aux cartes avec frénésie, baffer, s'enivrer, parler constamment de la même chose, des activités vaines et des conversations oiseuses, toujours sur les mêmes sujets, absorbent la meilleure partie de votre temps, le meilleur de vos forces, et au bout du compte, il ne vous reste qu'une vie étriquée, aux ailes rognées, une vie de pacotille et aucun moyen de s'en échapper, de fuir. C'est comme si on était enfermé à l'asile ou dans un pénitencier. Gourov, en proie à l'indignation, ne ferma pas l'œil de la nuit. Puis, il eut mal à la tête toute la journée. Les nuits suivantes, il continua de mal dormir. Il restait assis dans son lit à réfléchir, ou bien il marchait dans sa chambre de long en large. Il en avait assez des enfants, il en avait assez de la banque, il n'avait envie d'aller nulle part, ni de parler de quoi que ce soit. En décembre, au moment des fêtes, il fit ses bagages, dit à sa femme qu'il allait à Saint-Pétersbourg faire des démarches en faveur d'un jeune homme et partit pour S. Pourquoi? Il ne le savait pas lui-même au juste. Il désirait revoir Anna, lui parler, organiser un rendez-vous si c'était possible. Il arriva à S le matin et retint la meilleure chambre de l'hôtel. Le parquet était recouvert tout entier de draps gris de l'armée.
Sur la table se trouvait un encrier gris de poussière, orné d'un cavalier qui brandissait un bonnet à bout de bras, mais n'avait plus de tête. Le portier lui donna les renseignements nécessaires. Von Dilleritz habitait une maison particulière, rue Starowenschernaya, non loin de l'hôtel. Il vivait bien, était riche, avait un équipage, était connu de toute la ville. Le portier prononçait Dridiritz. Gourov se rendit sans se presser rue Starowenschernaya et trouva la maison. Juste en face se dressait une palissade en bois, grise, longue, hérissée de clous. Une palissade comme ça vous donne envie de prendre la fuite, songeait Gourov, en regardant tantôt les fenêtres, tantôt la clôture. Il réfléchit. C'était jour férié, le mari était probablement à la maison. Et puis n'importe comment, il lui était indélicat d'entrer chez elle et de la mettre dans une situation aussi embarrassante. S'il envoyait un mot, il risquait de tomber aux mains du mari, et tout pouvait être perdu. Le mieux était de s'en remettre au hasard. Et il continua à errer dans la rue et autour de la clôture, attendant ce hasard. Il vit entrer un mendiant sur qui les chiens se précipitèrent. Puis, 1 heure plus tard, il entendit un piano dont les sons lui parvenaient faiblement, indistinctement. Ce devait être Anna qui jouait. Tout à coup, la grande porte s'ouvrit, donnant passage à une petite vieille derrière laquelle courait le loulou blanc. Il voulut l'appeler, mais soudain son cœur se mit à battre et dans son émotion, il ne put s'en rappeler le nom. Il allait et venait, haïssant sans cesse davantage la clôture grise, et il pensait maintenant, avec irritation, qu'Anna l'avait oublié, et se distrayait peut-être avec un autre. Cela aurait été tellement naturel, dans le cas d'une jeune femme obligée du matin au soir à contempler cette maudite clôture. Il rentra à l'hôtel, et resta un long moment assis sur son divan, ne sachant que faire. Puis il dîna, après quoi il dormit longuement. Que de sottises et que d'agitation, se dit-il, quand il se réveilla en regardant les fenêtres noires. C'était déjà le soir. Et j'ai dormi mon compte, à quoi vais-je passer mon temps cette nuit? Il était assis dans son lit, recouvert d'une misérable couverture grise, on aurait dit une couverture d'hôpital, et de dépit, se faisait enrager lui-même. « Ah, la voilà ta dame au petit chien, la voilà ton aventure, et bien puisque tu y es, reste-y !» Le matin, à la gare, il avait remarqué une affiche en très grosses lettres. C'était la première de la geisha. S'étant rappelé cela, il alla au théâtre. Il est bien possible qu'elle assiste aux premières, pensa-t-il. Le théâtre était plein. Comme dans tous les théâtres de province en général, une buée flottait au-dessus du lustre, le poulailler était bruyant. Au premier rang, avant que la représentation ne commence, se tenaient debout les gandins de la ville, les mains derrière le dos. Dans la loge du gouverneur, la fille de celui-ci était assise sur le devant, un boa autour du cou. Le père se dissimulait modestement derrière une tenture, on n'apercevait que ses mains. Le rideau oscilla, les musiciens mirent un temps infini à accorder leurs instruments, tandis que les spectateurs entraient et allaient occuper leur place. Gourov ne cessa de fouiller avidement la salle des yeux. Anna arriva. Elle s'assit au troisième rang, et lorsqu'il l'aperçut, son cœur se serra, et il comprit clairement qu'il n'y avait plus au monde d'être qui lui fût plus proche, plus cher, qui comptât plus qu'elle. Ce visage perdu dans une foule de province, cette petite femme que rien ne distinguait avec son face à main vulgaire entre les doigts, remplissait maintenant toute son existence. Était son malheur, sa joie, le seul bonheur qu'il souhaita. Et tandis que jouait le mauvais orchestre, les piètres violons du lieu, il pensait à sa beauté. Il pensait, il rêvait. L'homme qui était entré avec Anna et s'était assis à ses côtés était jeune et portait de petits favoris. Il était grand et voûté. À chaque pas, il hochait la tête et semblait saluer sans arrêt. C'était sans doute le mari qu'Ayalta, dans un mouvement d'amertume, elle avait dans sa longue silhouette, ses favoris, son début de calvitie, il y avait une sorte de réserve de domestique.
Il souriait mielleusement et à sa boutonnière brillait comme un numéro de garçon de restaurant un insigne universitaire. Au premier entracte, son mari alla au fumoir. Elle ne quitta pas son fauteuil. Gourov, qui était également à l'orchestre, alla la rejoindre et lui dit d'une voix tremblante, avec un sourire forcé, « Bonjour ». Elle le regarda et pâlit, puis le considéra à nouveau avec terreur, n'en croyant pas ses yeux, et serra fortement ensemble, dans son poing, son éventail et son face à main, faisant visiblement un effort sur elle-même pour ne pas défaillir. Tous deux se taisaient. Elle restait assise, lui debout, effrayée par son trouble, n'osait s'asseoir à côté d'elle. De l'orchestre s'éleva le bruit des violons et d'une flûte qu'on accordait. Alors, ils furent pris de terreur. Ils avaient l'impression que de toutes les loges, on les regardait. Elle se leva et gagna rapidement la sortie. Il la suivit. Et ils parcoururent absurdement les couloirs, montant puis descendant les escaliers, croisant le flot des gens en uniforme de magistrats, de professeurs, de fonctionnaires des apanages, tous avec leurs insignes. Ils passèrent devant des dames, devant des polices sur des porte-manteaux. Les courants d'air apportaient des odeurs de mégots et Gourov, dont le cœur battait violemment, pensait « Oh Seigneur, pourquoi ces gens, cet orchestre ?» Et au même instant, il se souvint que le soir où il avait accompagné Anna à la gare, il s'était dit que tout était fini et qu'ils ne se reverraient plus jamais, mais qu'ils étaient loin encore de la fin. Dans l'escalier étroit et sombre, on lisait « Entrée de l'amphithéâtre », elle s'arrêta. « Que vous m'avez fait peur, dit-elle, haletante, encore pâle et sidérée. Que vous m'avez fait peur, je suis à demi morte. Pourquoi êtes-vous venue? Pourquoi ?» « Mais comprenez, Anna, dit-il hâtivement à mi-voix, je vous en prie, comprenez. » Elle le regardait, son regard était rempli d'angoisse, d'amour, d'une prière. Elle le dévisageait pour mieux imprimer ses traits dans sa mémoire. « Je souffre tellement, poursuivit-elle sans l'écouter, tout le temps. Je n'ai fait que songer à vous, je n'ai vécu que de cette pensée. Et je voulais oublier, mais pourquoi êtes-vous venu ?» Sur le palier au-dessus d'eux, deux lycéens fumaient et regardaient en bas. Mais Gourov s'en moquait. Il prit Anna dans ses bras et couvrit de baisers son visage, ses joues, ses mains. « Que faites-vous? Que faites-vous » disait-elle horrifiée en le repoussant. « Nous sommes devenus fous tous les deux. Partez, aujourd'hui même, partez tout de suite. Je vous en conjure, par tout ce que vous avez de sacré, je vous en supplie. On vient. » Quelqu'un montait l'escalier. « Vous devez partir. » poursuivit Anna dans un murmure. « Vous m'entendez, Dmitri? J'irai vous voir à Moscou. Je n'ai jamais été heureuse. Maintenant, je suis malheureuse. Jamais je ne serai heureuse. Jamais. Ne me faites pas souffrir davantage. Je vous le jure. J'irai à Moscou. Mais maintenant, séparons-nous. Mon cher, mon bon, mon tendre ami, séparons-nous. » Elle lui serra la main et descendit rapidement l'escalier, se retournant sans cesse pour le regarder. Et l'on pouvait voir dans ses yeux que c'était vrai, qu'elle n'était pas heureuse. Gourov attendit quelques instants, prêt à l'oreille, et quand tout fut retombé dans le calme, il prit son vestiaire et partit. Et Anna accoutuma d'aller le voir à Moscou. 2 ou 3 fois par mois, elle quittait S, disant à son mari qu'elle allait consulter pour sa maladie de femme, et son mari la croyait sans la croire. À Moscou, elle descendait au marché slave et on voyait aussitôt à Gourov un chasseur en casquette rouge. Gourov venait la voir sans que personne à Moscou le sût. Un matin d'hiver, il se rendait ainsi chez elle. Le chasseur était venu chez lui la veille au soir et ne l'avait pas trouvé. Il était avec sa fille, qu'il avait eu envie d'accompagner au lycée, c'était sur son chemin. Il tombait de gros flocons de neige molle. Il fait plus 3 degrés au-dessus de zéro et il neige quand même, disait Gourov à sa fille. C'est qu'il ne fait doux qu'à la surface du sol, dans les couches supérieures de l'atmosphère, il règne une toute autre température. Papa, pourquoi il n'y a pas de tonnerre en hiver? Il lui expliqua cela aussi. Tout en parlant, il songeait qu'il allait à un rendez-vous, que pas un être au monde ne le savait, et ne le saurait probablement jamais. Il avait 2 vies.
L'une au grand jour, que voyaient et connaissaient tous ceux à qui cela importait. Une vie où la vérité et le mensonge faisaient partie de la convention, absolument identique à celle de ses amis et connaissances, et une autre qui s'écoulait dans le secret. Et par un étrange concours de circonstances, peut-être fortuit, tout ce qui à ses yeux était significatif, intéressant, indispensable, tout ce en quoi il était sincère et ne se mentait pas à lui-même, tout ce qui était la substance même de sa vie, se déroulait à l'insu des autres. Et tout ce qui était mensonge, l'enveloppe où il se cachait pour dissimuler la vérité, par exemple son emploi à la banque, ses discussions au cercle, la race inférieure, sa présence aux anniversaires en compagnie de sa femme, tout cela se passait au grand jour. Jugeant des autres d'après lui-même, il se méfiait de ce qu'il voyait et supposait toujours que sous le voile du secret, comme sous celui de la nuit, chacun dissimule sa vraie vie, celle qui présente le plus grand intérêt. Toute existence personnelle repose sur un secret, et c'est peut-être en partie pour cela que tout homme de bonne éducation se montre si susceptible lorsqu'il s'agit de faire respecter son secret personnel. Ayant conduit sa fille jusqu'au lycée, Gourov se rendit au marché slave. Il laissa sa pelisse au vestiaire, monta, frappa doucement à la porte. Anna, vêtue de la robe grise qu'il préférait, épuisée par le voyage et l'impatience de le voir, l'attendait depuis la veille. Elle était pâle. Elle le regarda sans sourire. Et à peine fut-il entré qu'elle se blottit contre sa poitrine. Comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. Ils échangèrent un très long baiser. « Alors, comment vas-tu » demanda-t-il. « Quoi de neuf là-bas ?»« Attends, dans un instant, je ne peux pas. » Elle ne pouvait pas parler. Les larmes l'en empêchaient. Elle se détourna et se tamponna les yeux avec son mouchoir. « Laissons-la pleurer, je vais attendre que cela passe, » se dit Gourov. Et il s'assit dans un fauteuil. Puis il sonna et se fit apporter du thé. Tout le temps qu'il le but, elle resta debout, détournée vers la fenêtre. Elle pleurait d'émotion, de l'amère conscience que leur vie eût pris un cours si triste. Ils ne se voyaient qu'en secret, se cachaient comme des voleurs. N'était-ce pas une vie brisée ? Allons, assez, dit-il. Il voyait clairement que leur amour n'était pas près de s'épuiser, qu'il finirait Dieu sait quand. Anna s'attachait de plus en plus à lui, elle l'adorait. Il eût été impensable de lui dire que tout cela devait avoir une fin, et d'ailleurs il ne l'aurait pas cru. Il s'approcha d'elle et, pour la cajoler, la dérider, il la prit par les épaules. À ce moment, il se vit dans la glace. Il commençait à grisonner, et il trouva étrange d'avoir tant vieilli au cours de ces dernières années, tant enlaidi. Les épaules d'Anna, sur lesquelles il avait posé ses mains, étaient tièdes et frissonnantes. Il éprouva de la compassion pour cette vie encore si ardente et si belle, mais probablement déjà proche du temps où elle commencerait à se décolorer et à se flétrir, comme sa propre vie. Pourquoi l'aimait-elle tant ? Les femmes l'avaient toujours pris pour autre chose que ce qu'il était. Ce n'était pas lui qu'elles aimaient en lui, mais un être né de leur imagination qu'elles avaient avidement cherché à travers leur vie. Puis, quand elles s'apercevaient de leur erreur, elles continuaient à l'aimer. Et pas une seule d'entre elles n'avait été heureuse avec lui. Le temps passait, amenant d'autres rencontres, d'autres liaisons, d'autres ruptures, mais jamais il n'avait aimé. C'était tout ce que l'on voulait, mais pas de l'amour. C'est maintenant seulement, alors que ses cheveux commençaient à grisonner, qu'il aimait véritablement pour la première fois de sa vie. Il s'aimait comme 2 êtres très proches, 2 parents comme mari et femme, comme de tendres amis. Il leur semblait que le sort lui-même les avait destinés l'un à l'autre. Il ne comprenait pas pourquoi il avait, lui, une femme et elle un époux. On aurait dit en vérité un couple d'oiseaux migrateurs, le mâle et la femelle, que l'on aurait capturé et contraints de vivre dans 2 cages séparées. Ils s'étaient mutuellement pardonnés ce dont ils avaient eu honte dans leur passé, se pardonnaient tout dans le présent, et sentaient
que leur amour les avait transformés l'un et l'autre. Naguère, dans ces instants de tristesse, Gouroff se consolait par tous les raisonnements qui pouvaient lui passer par la tête. Maintenant, il n'avait pas l'esprit à raisonner. Il éprouvait une compassion profonde. Il voulait être sincère, tendre. « Arrête, ma chérie, dit-il. Tu as pleuré, cela suffit. Maintenant, parlons un peu, nous allons bien trouver quelque chose. » Et il y eut un long conciliabule où ils cherchèrent le moyen d'éviter de se cacher, de mentir, de vivre dans des villes différentes, de rester longtemps sans se voir. Comment se libérer de ces entraves insupportables? Comment? Demandait-il en se prenant la tête à deux mains. Comment? Et il lui semblait qu'encore un peu, et il trouverait la solution. Et alors, commencerait une vie nouvelle, magnifique. Mais ils voyaient bien tous deux que cette fin était encore loin, bien loin, et que le plus compliqué, le plus difficile, ne faisait que commencer. Ça serait top. Sans discontinuer, au détriment de ma santé, etc., sur des sujets de caractère strictement scientifique. J'y réfléchis et j'écris. Imaginez-vous des articles scientifiques, c'est-à-dire non pas vraiment scientifiques, mais passez dans l'expression comme qui dirait scientifique. Ces jours-ci, j'ai écrit un immense article intitulé « Sur la nocivité de certains insectes ». Mes filles l'ont beaucoup apprécié. Et en particulier la partie où il est question de punaises. Mais moi, après avoir lu, je l'ai déchiré. De toute façon, mais quoi qu'on écrive, on ne peut se passer de poudre insecticide. Chez nous, il y a des punaises jusque dans le piano. Je vous demande toute votre attention, car on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ceux qui craignent la sécheresse d'un exposé scientifique, ceux qui n'aiment pas ça peuvent ne pas m'écouter et sortir. Je m'adresse tout particulièrement aux médecins ici présents. Je leur demande toute leur attention car ils pourront glaner dans ma conférence des renseignements utiles. Le tabac, en dehors de ses méfaits, s'employant aussi en médecine. Ainsi, par exemple, si on enfermait une mouche dans une tabatière, il se pourrait qu'elle crève de dépression nerveuse. Le tabac, c'est principalement une plante. Lorsque je fais une conférence, j'ai habituellement l'œil droit qui se met à cligner. N'y faites pas attention, c'est l'émotion. Je suis un homme très nerveux en général et je me suis mis à cligner de l'œil en 1889, le 13 septembre. Le jour même où ma femme a en quelque sorte donné le jour à sa quatrième fille. Barbara. Nous bavardons,
Nous sommes un peu éloignés du sujet. J'attire votre attention sur le fait que ma femme dirige une école de musique et un pensionnat pour jeunes filles. C'est-à-dire pas vraiment un pensionnat, mais tout comme, entre nous, ma femme aime pleurer misère, mais en fait, elle a mis de côté un petit magot de 40 ou 50 000 roubles, tandis que moi, je n'ai pas un sous-maillot. Enfin, que voulez-vous ? Je suis l'économe du pensionnat, je marque les dépenses, je surveille les domestiques, j'achète les provisions, je confectionne les cahiers, je fais la chasse aux punaises, je promène le petit chien de ma femme, j'attrape les souris. Et hier soir, j'ai pesé la farine et le beurre pour la cuisinière car on devait faire des crêpes. Bref, aujourd'hui, quand les crêpes étaient prêtes, ma femme est venue à la cuisine annoncer que 3 de ses pensionnaires, souffrant des amygdales, ne mangeraient pas de crêpes. C'est pourquoi nous avions quelques crêpes de trop. Que fallait-il en faire ? Ma femme a tout d'abord donné l'ordre de les mettre à la cave. Mais après réflexion, elle a changé d'avis et a dit « Mange-les toi-même, espèce d'empaillé ». Quand elle est de mauvaise humeur, elle me traite d'empaillé ou de monstre ou de démon. Mais qu'est-ce que j'ai de démoniaque pourtant ? Elle est toujours de mauvaise humeur. Et c'est vrai que je ne les ai pas mangés, mais avalés, sans mastiquer, parce que j'ai toujours faim. Hier, par exemple, elle m'a dit « Il n'y a pas de raison de te nourrir, espèce d'empaillé ». Mais, terrible. C'était le risque. Fais quoi ? Il n'y a pas de raison de se nourrir, espèce d'empaillé. Mais nous sommes un peu... Continuons. Mais vous auriez sûrement préféré entendre une romance, ou comme qui dirait une symphonie, ou un air d'opéra. Au cœur du combat, nous ne sire pas. Je ne me rappelle plus d'où ça sort. À propos, j'ai oublié de vous dire qu'à l'école de musique de ma femme, en dehors de mes obligations domestiques, je suis également chargé d'enseigner les mathématiques, la chimie, l'histoire, la géographie, le solfège, la littérature, etc. Pour les leçons de danse, de chant, de dessin, ma femme fait payer un supplément, bien que ce soit également moi qui enseigne. Notre école de musique est située dans l'impasse des 5 Chiens, au numéro 13, et notre maison a 13 fenêtres. Enfin, pour tout enseignement, adressez-vous à ma femme, que vous trouverez chez elle à n'importe quelle heure. Quant au programme de l'école, vous pouvez vous en procurer chez le concierge, à raison de 30 kopecks l'exemplaire, et je peux vous en céder quelques-uns moi-même. 30 kopecks l'exemplaire. Personne n'en veut ? Personne ? Bon, 20 kopecks pièce. Tant pis. Oui, nous habitons au numéro 13. Je ne précise jamais rien. J'ai vieilli, je suis abruti. Me voilà en train de faire une conférence et j'ai l'air content comme ça. Quand en réalité, j'ai envie de hurler ou de me trouver à milieu d'ici. Et personne n'a qui vidé mon cœur, c'est à en pleurer. Vous me direz, les filles. Les filles, quand je leur en parle, ça les fait rire et c'est tout. Ma femme a 7 filles. Non, excusez-moi, 6, si je me trompe. 7. Anna, la plus jeune, elle en a 17. Je suis malheureux. Je suis qu'un minus, qu'un abruti. Mais en fait, vous avez devant vous le plus heureux des pères. En fait, cela devrait être ainsi. Je ne saurais dire autre chose. Si vous saviez, j'ai vécu avec ma femme 33 ans. Et je dois dire que c'était là les années les plus heureuses de ma vie. Pas vraiment les plus heureuses, mais je parle en général. Que le diable les emporte. Bon, elle n'est pas arrivée, elle n'est pas là. Et je peux dire tout ce que l'on ensemble. J'ai horriblement peur. Peur de son regard. Oui, c'est bien comme je le dis, mes filles ne se marient pas parce qu'elles sont timides et parce que les hommes ne les voient jamais. Ma femme ne veut pas donner de soirée, n'invite jamais personne à un repas. C'est une dame très avare, hargneuse, méchante. C'est pourquoi personne ne vient jamais nous voir. Mais je vais vous le dire sous le sceau du secret. On peut rencontrer les filles de ma femme chez leur tante, Natalia Semyonovna,
Celle qui a des rhumatismes et porte une sorte de robe jaune à dessin noir, à croire qu'elle est couverte de cafards. Chez elle, on sert des hors d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même se permettre. Alors, il faut vous dire qu'il me suffit d'un petit verre pour être ivre. Et cela me fait chaud au cœur. Et en même temps, ça me rend si triste. Soudain, on ne sait trop pourquoi, on a envie de prendre la fuite. Fuir, laisser tomber tout ça et fuir sans se retourner. Où, n'importe où. Vu qu'on se sort de cette sale petite vie sordide, de cette vie au rabais qui a fait de moi un vieil imbécile pitoyable, un pitoyable vieil idiot. Fuir ma femme qui m'a tourmenté pendant 33 ans, fuir la musique, la cuisine, l'argent de ma femme, fuir toutes ces sottises, toute cette vulgarité et s'arrêter quelque part. Très très loin, au milieu d'un champ. Rester debout, comme un arbre, un poteau, un épouvantail de potager, et toute la nuit contempler au-dessus de sa tête le croissant de lune calme et serein, et oublier, comme j'aurais aimé ne plus me souvenir, comme j'aurais aimé ne plus porter ce habit râpé que je portais à mon mariage il y a 30 ans, que je porte toujours quand je fais des conférences dans un but de bienfaisance. Tiens, voilà pour toi. Je suis vieux, pauvre, minable comme celui de Gillilaire, avec son dos usé, élimé. Je ne demande rien. Je suis au-dessus de tout cela, plus propre que ça. Il fut un temps, j'étais jeune, intelligent. Je faisais des études à l'université, je rêvais, je me considérais comme un être humain. Maintenant, je ne demande plus rien que le repos. Cependant, voilà ma femme qui arrive dans les coulisses. Elle y est, elle m'y attend. Il est l'heure. Si elle vous demandait quelque chose, dites-lui, je vous dis que la conférence a lieu. Que l'espèce d'empaillé, c'est-à-dire moi, c'est tenu convenablement. Elle regarde Paris. À partir de la donnée que le tabac contient le poison terrible dont je viens de vous parler, il découle qu'il ne faut fumer sous aucun prétexte. Et je me permettrai en quelque sorte d'espérer que la conférence sur les méfaits du tabac que je viens de faire aura eu son utilité. C'est tout ce que j'avais à dire. Dixi est animam, l'éveil.